Et voilà, j'ai fini ma livraison du week-end. C'est bon, tout s'est bien passé. Il est midi et quelques et j'ai réussi à tout livrer, tous mes restaurants, une quarantaine, une cinquantaine en 2h30. Donc c'est super, je suis content. C'est vraiment très excitant de livrer en cette période où le chiffre d'affaires est au max en ce moment. Je livre à chaque livraison 2 fois par semaine pour plus de 1000 € de produits de mes petites pousses et c'est vraiment plaisant. Alors vous voyez là-bas, il y a la cathédrale qui se profile dans les hauteurs, qui est assez belle dans la brume, même si là vous n'avez pas le meilleur profil. Hop. Allez, je vais vous la montrer. Notre belle cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Voilà, bon, venez la voir en vrai, hein, finalement, il n'y a rien de tel. Et voilà, bon, il y a le marché de Noël qui bat son plein, alors les rues sont pleines, pas sur ce quai, ça va ici, mais au centre-ville, c'était un peu difficile de passer entre les touristes, mais j'ai réussi à m'en tirer. Et du coup, je voulais parler un petit peu encore de quelque chose en cette fin de livraison sur le retour. Quand je fais mes livraisons, j'ai toujours plein de pensées qui se baladent, mais je suis toujours interrompu et du coup j'ai la tête pleine de choses et j'avais envie d'en parler avec vous. Alors je vais essayer de remettre le micro dans le bon sens pour que vous ayez un max de son. Je pense que ça ira là, ce micro décidément est surprenant d'efficacité. Donc ce dont je voulais parler, c'était de la création de valeur, la création de richesse. Quand j'ai commencé à avoir ma propre entreprise, j'étais un peu de cet avis qui est assez courant. J'étais plutôt de gauche et j'avais plutôt cette idée que, enfin bon, j'y avais pas à vrai dire beaucoup réfléchi, mais en gros l'idée dans ma tête, je crois que c'était que il faut que y ait des lois pour empêcher les grandes entreprises de faire des horreurs et qu'il faut qu'il y ait des lois pour aider les petites entreprises. Et du coup, j'avais aussi cette préconception, cette idée préconçue que voilà, les gens aiment bien les petites entreprises et qu'il ne faut pas trop taxer les petites entreprises. Et j'avais l'impression que moi-même, je faisais des reproches plutôt à des personnes qui étaient dans l'abus, qui gagnaient trop, qui faisaient trop, qui produisaient trop, qui étaient dans le trop dans l'entreprise, mais pas la petite entreprise, très petite entreprise TPE ou la petite entreprise familiale de quartier. Non, plutôt les barons voleurs, les démons de la multinationale qui délocalisent, etc., etc. Et il y a quelque chose qui m'a surpris très vite quand j'ai créé mon entreprise. Alors attention, hein, moi, ma petite entreprise agricole, je l'ai créée avec un prêt de 3000 € de mes parents. C'est-à-dire, finalement, un prêt, un prêt tout petit. Hein. Il ne s'agit vraiment pas du tout d'un truc énorme de millions ou de dizaines de milliers. Non, 3000 €. Et ce qui m'a surpris, et ce qui a été une belle leçon pour moi, c'est que dès que j'ai commencé, ou très peu de temps après que je commence, alors que j'avais encore aucun résultat, que j'étais au RSA et que en gros j'avais dépensé tout cet argent qu'on m'avait confié et que j'avais pas encore du tout les résultats espérés, j'ai eu un employé qui est venu travailler pour moi quelques heures pour me dépanner et très rapidement sont arrivés les reproches. Ouais mais bon, toi on t'a prêté, moi si j'avais pu j'aurais fait comme toi, c'est pas parce que tu as du mérite, c'est juste que tu as eu de la chance. En fait, ce phénomène de reproche que je pensais, parce que moi-même c'est ce que je ressentais, je pensais faire aux très grands,
En fait, on me les a fait, ces reproches, alors que j'étais encore vraiment ridiculement petit. Et ça a un peu remis les choses en place dans ma tête. À la fois, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, en fait, ce ressentiment, ce reproche, il n'arrive pas que aux gens énormes. Et je me souviens au fil du temps, bon ça s'est pas fait d'un coup, mais je me suis fait cette réflexion. J'ai essayé de chercher chez moi, là où peut-être sans m'en rendre compte, je faisais des reproches aux gens entreprenants, aux petites entreprises, des reproches pas forcément directs, des reproches cachés. Je me suis rendu compte en effet que j'avais un certain malamour de l'entreprise, un certain malamour de ceux qui gagnent un revenu, même s'il n'est pas très important. J'avais une certaine idée morale comme ça, qui recouvrait non pas juste les multinationales et les PDG aux parachutes dorés, mais mon voisin, les petites entreprises autour de chez moi, tout ce que j'appellerais cette micro-idéologie, vous voyez, c'est-à-dire que j'étais très à gauche, non pas de manière théorisée, assumée, mais dans des petits réflexes, dans des petites pensées, dans des petites phrases. Et alors du coup ça m'a fait vraiment au fil des années, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employeur, en tant qu'agriculteur, agriculteur de ma petite production marginale et originale, de niche, mais je me suis posé la question, tiens, qu'est-ce que j'ai observé ce phénomène. Et il me semble qu'il y a une chose qui est à la base du phénomène, du reproche qui est fait aux gens entreprenants et qui entreprennent, à la base de toute cette idée, c'est l'idée que la valeur se partage, se distribue, mais qu'elle ne se crée pas. C'est-à-dire que si vous gagnez de l'argent, vous l'avez pris à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si vous gagnez de l'argent, forcément, à un moment, vous avez pris à quelqu'un, et donc il y a un jugement de valeur, un jugement moral qui dit si tu as gagné beaucoup d'argent, c'est que tu as pris beaucoup d'argent aux autres. Si tu as gagné un peu d'argent, c'est que tu as pris un petit peu d'argent aux autres. Et quoi qu'il en soit, si tu as de l'argent, c'est que tu l'as pris. Et ce raisonnement-là, aujourd'hui, me semble complètement aberrant. Alors, il y a un exemple qui m'a montré comment la valeur peut être créée, c'est Le Bon Coin. Ou plutôt c'est eBay. Vous voyez eBay, ça n'existait pas avant. Il y avait des marchés aux puces, et alors c'était une pratique qui existait, c'est une pratique qui existe toujours. Attendez, je vais quand même redresser le micro là, à mon avis, vous aurez un meilleur son. eBay, alors avant il y avait les marchés aux puces, alors il y avait quelques personnes qui pouvaient revendre leurs trucs, et puis tout d'un coup arrive Internet, et avec Internet arrive eBay, et avec eBay tout d'un coup arrive de la valeur. Pourquoi ? Parce que tous ces gens qui avaient des trucs dans leur grenier, tous ces gens qui avaient de la valeur, qui dormaient dans leur cave et dans leur grenier, tout d'un coup ils ont pu facilement, grâce à eBay, sortir cette valeur de leur grenier, cette valeur qui reposait là, mais qui passait, qui se périmait, qui s'abîmait, tout d'un coup, hop, elle repart dans la société pour ceux qui le souhaitent. Les gens qui avaient ces trucs dans leur grenier se retrouvent avec des sous, et en plus de ça, il se trouve que ce sont des phénomènes de valeur qui sont multiples, parce que si vous videz votre grenier qui est encombré, vous gagnez de l'argent, mais en plus vous gagnez de la place. Alors par exemple, avec cet argent que vous avez gagné, vous pouvez faire des travaux et aménager cet espace, et du coup votre maison elle gagne de l'espace, et en gagnant de l'espace elle gagne de la valeur, et en gagnant de l'espace vous pouvez éventuellement louer un appartement, et en louant un appartement, bim, vous gagnez encore de la valeur, vous voyez. Mais c'est comme si vous aviez miné la valeur de votre maison. C'est un peu comme une mine, vous voyez, quand on a une mine, on crée aussi de la valeur, parce que on a des trucs qui sont
dans le sol, comme les vieux trucs que eBay a minés dans les greniers. Une mine va miner le minéral qui se trouve dans un sol, et tout d'un coup, il y a plus de minéral, et avec ce minéral, on peut faire plus de choses, on peut construire plus d'outils, on peut fabriquer plus d'électronique, on peut faire plein de choses avec ces minéraux. Et là, du coup, on crée de la valeur, vous voyez. Et ensuite, un autre exemple, moi, qui me concerne un petit peu plus, c'est l'agriculture. Et quand je fais de l'agriculture, si je cultive mon champ, je crée de la valeur, parce que j'ai un champ dans lequel il y a potentiellement rien qui pousse, ou alors des mauvaises herbes, et puis je vais choisir de prendre des graines et de les faire pousser, et ces cultures, ces récoltes que je vais obtenir, l'argent que je vais obtenir aussi, ça va être quelque chose que je vais obtenir parce que j'aurai augmenté la quantité de valeur. Alors je fais une petite parenthèse à ce moment-là, parce que je voudrais pas non plus qu'on croie que ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une bonne chose qui est la création de valeur et une mauvaise chose qui est la manipulation de valeur. C'est pas parce que je pense qu'il y a une erreur qui est faite quand on croit qu'il n'y a pas de création de valeur, ou quand on ne se rend pas compte que ça existe, la création de valeur. C'est pas pour autant que je pense que c'est bien de créer de la valeur et que c'est mal de gagner de l'argent sans créer de la valeur. Si on prend si on reçoit de la valeur, si on reçoit de l'argent parce que on a rendu un service à quelqu'un, si cette personne veut nous donner cet argent de son plein gré, c'est qu'on lui a servi à quelque chose, et moi personnellement je ne ferai pas cette erreur que je trouve très immorale de juger de l'importance ou de la valeur du travail des uns ou des autres. Je pense pas que moi, en tant que producteur de micro-pousses, mon travail ait moins de valeur que celui d'une personne qui va produire des carottes ou des pommes de terre. Vous voyez, alors que les pommes de terre, c'est quelque chose qui permet plus de remplir une personne. C'est plus une production agricole de pauvres, et donc on pourrait faire je trouve pas ce que je veux dire là. On pourrait dire qu'il y en a un qui est plus moral que l'autre, et moi j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là, parce que franchement, on sait jamais à quel moment il y a quelque chose qui est plus moral que l'autre. Si ça se trouve, voilà, vous voyez, moi, pour faire pousser mes micro-pousses, j'achète énormément de graines de plantes qui sont très très bonnes pour l'écosystème, pour l'écologie, qui stocke du carbone et tout ça. Enfin, il y a des tas de... En fait, le calcul, il est impossible à faire, alors essayons pas de le faire. Et admettons que on ne peut pas vraiment savoir où est le bien, où est le mal. Faisons nos choix économiques et nos choix personnels, et laissons les gens proposer les services qu'ils ont envie de proposer, et les gens acheter les services qu'ils ont envie d'acheter. Bon, parenthèse fermée donc. Je voulais juste, en fait, moi je trouve que c'est assez évident maintenant que je le vois, mais souvent on voit des choses seulement, elles nous semblent évidentes seulement une fois qu'on les a intégrées. Et avant, je me rendais pas compte non plus que j'avais cette idée qu'il n'y a pas de création de valeur, que c'est juste une distribution de la valeur, un partage souvent inégalitaire de la valeur. Et moi personnellement, j'ai un peu un objectif lointain dans mon projet. J'ai une croyance qui est que au niveau agricole, on n'a vraiment pas du tout fini de miner le patrimoine génétique végétal. Je pense qu'il y a un endroit où ça a bloqué, où on a arrêté de miner pour des mauvaises raisons. Et je pense que si je mettais en place le bon système, si je continue à travailler, si je continue à chercher des solutions, à les trouver, à résoudre des problèmes, à faire grandir mon entreprise,
à faire de la recherche, je pense qu'il serait possible de reproduire ce qui s'est passé avec la famille du chou, qui, vous voyez, le chou, c'est une famille incroyable parce que dans le chou, il y a plusieurs racines qui appartiennent à cette famille. Le navet, le radis, je vais en oublier, le chou rave, voilà pour les racines. Ensuite, il y a des feuilles avec le chou frisé, le chou vert, le chou rouge, tous ceux que vous connaissez, le chou kale aussi. Ensuite, il y a les boutons avec les bourgeons avec le chou de Bruxelles. Il y a la fleur avec le chou-fleur. Qu'est-ce que c'est, les fleurs aussi, je pense, le brocoli, je suis pas sûr. Voilà, et sans doute que j'en oublie encore, mais il y a toute cette diversité qui a été extraite par les humains, par un travail de sélection, par un travail agronomique, de cette valeur de légumes dans la famille des brassicacées, anciennement crucifères, qui a donné toute cette diversité. Et cette diversité, elle n'existe pas pour les autres familles. C'est-à-dire, il y a d'autres familles où il y a de la diversité, par exemple les apiacées, les ombellifères, mais aujourd'hui les apiacées, c'est la famille des carottes. Et là, il y en a aussi pas mal. Il y a les carottes, il y a le panais, qui est l'ancêtre de la carotte, il y a le céleri rave, il y a le persil, il y a le fenouil. Vous voyez, c'est des trucs quand même qui se ressemblent un peu, mais qui sont quand même très différents. Et il y a plein de familles, il y a plein de domaines de familles de légumes où il n'y a pas toute cette diversité. Voilà, par exemple, les valérianacées, moi j'aime beaucoup la mâche, les valérianacées, il n'y a que la mâche dedans. Je ne crois pas qu'il y ait une deuxième plante cultivée comestible dans la famille des valérianacées. Et j'espère qu'un jour j'aurai la possibilité de faire des travaux de sélection, des travaux de recherche, quand je serai devenu le maître incontesté de l'agriculture mondiale, comme ce jour comme toujours finira par arriver. Je ferai de la recherche en commençant avec la famille des valérianacées, parce que je sais pas pourquoi, j'ai un bon sentiment, j'ai une intuition forte par rapport à cette famille. Vous savez pourquoi? Parce que les plus grands exploits de la sélection naturelle, de la sélection artificielle des plantes comestibles proviennent de l'Amérique du Sud. Alors qu'est-ce que vous avez comme plantes qui proviennent d'Amérique du Sud? Vous avez la pomme de terre, qui est de la famille des solanacées, comme les tomates, qui est aussi de la famille des solanacées, mais alors c'est deux plantes, je crois que ce sont les deux légumes les plus mangés dans le monde, la tomate et la pomme de terre. Et ensuite vous avez aussi le maïs, qui est une céréale de dingue, qui produit énormément de carbone aussi. Et enfin le tournesol, si je ne m'abuse, est aussi originaire de là-bas, et c'est aussi une plante assez incroyable. En tout cas, il faut bien retenir que ces plantes, elles ont été sélectionnées, et c'est une extraction de valeur par les humains, qui, à force de sélection, selon des pratiques efficaces, rapides, je ne sais pas comment ils ont fait, en fait, personne ne sait trop comment ils ont fait, mais ils ont réussi à le faire. Et il y a une chose qu'on sait, c'est que l'origine des solanacées, l'origine de la tomate, c'est une autre plante qui s'appelle la belladone, enfin il me semble en tout cas c'est une cousine de cette plante, c'est une plante qui existe chez nous. Alors, je me trompe peut-être, c'est peut-être pas la belladone, mais c'est une plante qui est connue par chez nous pour être une plante qui est toxique, il ne faut pas manger, et pourtant c'est une cousine ou une ancêtre, je ne sais plus, de la tomate. La tomate que, bien sûr, il faut manger. J'ai entendu dire d'ailleurs que la tomate, à l'origine, son fruit n'était pas très apprécié par les gens. Ils trouvaient que c'était trop fort peut-être, ou alors ça leur faisait un petit peu peur à cause de cette parenté.
En tout cas, je suis persuadé qu'il faut chercher. Je crois que le monde scientifique, botanique, manque cruellement d'imagination et est persuadé qu'il n'y a plus rien à extraire, ou alors il y a un problème au niveau des incentifs. J'ai le mot anglais incentivity en tête, mais vous voyez ce que je veux dire, qu'on n'est pas incité à faire cette recherche. En tout cas, je suis persuadé qu'il y a beaucoup à trouver. D'ailleurs, je ne tarderai pas à vous faire une vidéo sur Vladimir Ilyich Vavilov. Oula, j'espère que c'était correct ça. Je suis pas sûr, mais en tout cas Vavilov, ce botaniste russe, qui est l'un des botanistes les plus célèbres, avec, Linné et Darwin, on va dire. Linné, Darwin, Vavilov, et comment il s'appelait, le type des petits pois là, voilà, Mendel. Vavilov, incroyable, faisait des recherches. Je n'ai pas encore lu la recherche de Vavilov, c'est compliqué, et c'est pas très traduit du russe, et je parle pas russe, mais j'ai lu que Vavilov faisait de la recherche pour créer, à partir de jardins, forêts, d'interactions entre des plantes cultivées et des plantes sauvages et des animaux qui les consomment, essayer de créer des systèmes pour que de nouvelles plantes naissent et voient le jour. Bon voilà, tout ça a été détruit par Staline, et je pense qu'il y a des choses à faire, il y a 1000 choses à faire, et il y a énormément de valeur à extraire de cette histoire aussi. Je vous la raconterai un jour, vous verrez, c'est extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire. Voilà, c'est le mot de la fin. Alors, une dernière chose, dans votre vie, vous pouvez extraire de la valeur, et ceux autour de vous qui sont riches, ceux qui sont puissants, ceux qui sont forts, n'ont pas forcément volé. Ils n'ont rien à rendre à la société, et vous-même, vous n'avez rien à rendre à la société. Ne culpabilisez pas, ne faites pas culpabiliser les autres. Par contre, n'oubliez pas que vous pouvez créer de la valeur, que vous pouvez construire des choses magnifiques, que vous pouvez servir l'humanité en étant positif, en travaillant, en entreprenant, que vous pouvez être l'eBay de votre vie, et que vous pouvez chercher de la valeur. Et j'ai pas terminé, il y a une chose dont je voulais parler, que je vais vous dire encore. Alors là, ce discours dure encore, je suis bientôt arrivé, mais je vais terminer. Parce que à l'origine, si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour vous parler du fait de faire des vidéos. J'ai la croyance profonde que l'invention de YouTube, d'Internet, et particulièrement de l'Internet de la parole enregistrée, est une révolution copernicienne, une remise en place de quelque chose, je ne sais pas trop quoi, mais une extraction de valeur extraordinaire. Peut-être que ce que je veux dire par là, c'est que une autre révolution copernicienne, c'est la révolution freudienne. Freud, lui, ne voulait pas que ses patients le voient ou l'entendent, parce qu'il avait peur qu'il y ait des mauvaises interprétations de son attitude. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez, moi je parle beaucoup ici, mais j'écoute aussi beaucoup. Je suis branché à YouTube pendant mon travail, et ça m'apporte énormément de valeur ajoutée. Je me demande si finalement la question de la parole, ça n'est pas plutôt une question de quantité que de qualité. C'est-à-dire qu'il faut que les êtres humains écoutent plus, mais surtout que les êtres humains produisent plus de discours, parce qu'en produisant du discours, comme un mec sur un divan pendant une psychanalyse, on exprime ses pensées, et c'est en exprimant ses pensées qu'on extrait de la valeur, qu'on fait le tri, qu'on apprend à miner ce grenier inépuisable qui nous permet de créer de nouvelles choses, qui nous permet d'avoir de nouvelles idées, qui nous permet d'avoir des vies plus claires, plus belles,
plus généreuse, plus riche. Alors, écoutez beaucoup, écoutez-moi parler et écoutez-vous parler, enregistrez-vous. Je veux que toute l'humanité se mette à dire ce en quoi elle croit et ce qu'elle pense, et le monde sera immensément plus beau. Allez, cette fois c'est la vraie fin. Merci de m'avoir écouté pendant ce long discours. À bientôt, bye bye.